Bonsoir et bonne année. La 4e séance du séminaire, pour ceux qui ont reçu le document qui vous a été envoyé la semaine dernière, je vais faire un petit sondage. Qui l'a reçu parmi vous? Voilà. Ceux qui ne l'ont pas, c'est qu'ils n'ont pas donné leur adresse mail. N'hésitez pas à le faire. C'est ce qui vous permet de recevoir la bibliographie, quelques éléments de résumé. Dans le dernier mail que vous avez reçu, j'ai résumé les éléments essentiels de la dernière séance, l'annonce de ce qui va suivre, quelques infos sur le séminaire l'an prochain, etc. Je vous enverrai par ce biais-là un texte qui n'est pas forcément facile à trouver et qui reprend des éléments d'aujourd'hui dans l'envoi consécutif à cette séance et préparatoire à la séance de février. Donc à chaque séance, vous avez un envoi de documents. N'hésitez pas à laisser votre adresse email à l'entrée auprès des camarades de Réseau Salariat. La séance d'aujourd'hui est donc intitulée « Salaire à la personne ou revenus différés, les enjeux de classe, de l'indemnisation du chômage et de la pension de retraite ». Avoir opposé le salaire à la personne et le revenu différé, c'est l'origine de ma séparation d'avec mes collègues d'Attac, des économistes atterrés, de Copernic, etc. Et c'est ce qui vaut régulièrement à mes propositions des critiques qui me posent comme une espèce d'illuminé ou de gourou suivi de disciples friotistes. Cette façon d'éviter, pour mes collègues, d'éviter le débat ne pourra pas durer indéfiniment. Mais pour le moment, nous en sommes là. Et je voudrais donc vous raconter comment j'en suis venu à m'interroger sur le fait de savoir si les retraités, si les chômeurs travaillent. Question que je ne me posais pas jusque-là. Travaillent, c'est-à-dire produisent de la valeur économique. La question, encore une fois, de l'utilité sociale de l'activité des personnes, ce n'est pas une question de classe. La lutte de classe ne repose pas sur le travail concret et l'utilité sociale de ce que l'on produit. La lutte de classe, elle porte sur le travail abstrait et la question de la valeur économique. Et le fait de s'interroger sur qui produit de la valeur économique, c'est une question extrêmement brûlante, parce que là, nous sommes au cœur de la lutte de classe. Et je me suis rendu compte, je vais vous raconter comment je m'en suis rendu compte, je me suis rendu compte que l'enjeu de la réforme des retraites, c'est précisément cela. Est-ce que les retraités travaillent? Non, disent les réformateurs. Et tant que leurs opposants diront aussi non, eh bien ils seront battus. Et ça, ils ne veulent pas l'entendre. Alors pourtant, c'est ce qu'il faudrait bien finir par entendre. J'ai été en effet, comme nous tous, je pense, extrêmement troublé, en tout cas les plus âgés d'entre nous, par l'échec des mobilisations souvent considérables contre la réforme des retraites, qui est inaugurée
par le livre blanc de Rocard en 90. Et depuis 25 ans, nous sommes non seulement sur la défensive, mais en échec. Et il y a un enjeu décisif pour l'avenir proche, puisque la prochaine étape de la réforme des retraites, Macron l'a annoncé, c'est pour 2019. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'an prochain, le séminaire que je ferai à 2 voix avec un collègue, Nicolas Castel, auteur d'un ouvrage extrêmement utile que je vous recommande, qui s'appelle « La retraite des syndicats », que donc avec Nicolas Castel, nous consacrerons tout le séminaire de l'an prochain à cet enjeu de classe de la retraite que je vais aborder aujourd'hui de façon rapide. Je me suis progressivement séparé de collègues qui avaient très bien reçu Puissance du salariat, cet ouvrage de 1998, dans lequel je posais la retraite comme du salaire socialisé, en qualifiant la pension de retraite en répartition comme du salaire, d'une part, versé par les employeurs à partir d'une valeur produite par les salariés, et relevant contre la capitalisation d'une logique de délibération politique de la répartition de la valeur et d'une logique non patrimoniale, puisqu'il n'y a pas d'accumulation dans des fonds de pension ou dans de l'épargne quelconque dans la retraite en répartition. Et donc, en posant la pension de retraite comme la conquête d'une ressource de type non capitaliste, en ce sens que elle est politiquement délibérée, ce n'est pas le marché qui en décide, et où d'autre part, elle est non patrimoniale, elle ne repose pas sur une propriété lucrative. Je pensais avoir trouvé le Saint Graal, et d'ailleurs mes collègues applaudissaient. Enfin, les collègues, la fraction de gauche, les collègues sont massivement à droite, mais moi la fraction de gauche. Et puis, mon désaccord avec les opposants à la réforme des pensions, et donc finalement avec les économistes atterrés, conseils scientifiques d'attaque et autres économistes de Copernic qui sont les économistes des opposants à la réforme, a commencé sur une base qu'aujourd'hui je trouve assez insuffisante, qui était de contester l'idée que la retraite en répartition, à la différence de la retraite en capitalisation, soit de la solidarité intergénérationnelle. En effet, c'est sur cette thématique que les premières bagarres se sont construites, aussi bien en 1994, lors de la réforme Balladur, enfin la réforme Simone Veil, sous le gouvernement Balladur, qu'en 2003, avec la réforme Jospin, Fillon, voilà, c'est ça, sous le gouvernement, j'arrive plus à trouver les noms de tous ces braves gens, Raffarin, mais oui, l'homme de la pente qui est dure, et
Et cette bagarre était menée au nom de la défense de la répartition, contre la capitalisation, en disant la répartition, c'est de la solidarité intergénérationnelle, ce qui n'est pas le cas de la capitalisation. Ce qui est entièrement faux. Évidemment que la capitalisation repose sur la solidarité intergénérationnelle, puisque pour que ceux qui arrivent à l'âge de la pension puissent toucher leur pension, encore faut-il que les fonds de pension soient en capacité de les payer. Et donc qu'ils bénéficient de l'achat de titres par les actifs. Une pension payée en 2017 par un fonds de pension ne repose pas sur, je ne sais pas quoi, de la valeur économique qui aurait été accumulée dans une brouette et qui viendrait du passé. La valeur économique, ça ne s'accumule pas dans le temps. Il n'y a pas d'accumulation intertemporelle de la valeur. Les fonds de pension ne sont en capacité d'honorer les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis des épargnants que parce que, en permanence, ils sont alimentés par l'épargne des actifs. C'est parce que, en 2017, des actifs achètent des titres de fonds de pension pour, pas directement, par l'intermédiaire des gestionnaires de leurs fonds de pension, que ces fonds de pension sont en capacité, en 2017, de verser des pensions. Il n'y a que de l'aujourd'hui en économie. Que l'on soit en capitalisation ou en répartition, c'est toujours à la valeur économique produite cette année que correspond la valeur des pensions de cette année. Toujours. Que l'on soit en répartition ou en capitalisation. Et de ce point de vue-là, il y a bien solidarité intergénérationnelle dans la capitalisation. Ce sont les actifs qui, en achetant les titres des fonds de pension, financent les pensions des retraités. Simplement, ce que je disais, pour accepter une différence entre la capitalisation et la répartition, c'est que toutes les deux reposent sur la solidarité intergénérationnelle, mais que cette solidarité intergénérationnelle fait l'objet d'une délibération politique sur les règles de cotisation et de prestation en répartition, alors que c'est le marché des titres qui décide de la répartition lorsque l'on est en capitalisation, ce qui fait d'ailleurs que c'est pourquoi la capitalisation n'est pas à l'ordre du jour dans aucun pays comme forme majoritaire de pension, puisque la valeur de la pension va dépendre de la valeur des titres le jour où on liquide sa pension. Donc évidemment, c'est la loterie permanente. Vous avez eu en 2007 des effondrements massifs des pensions financées en capitalisation, bien sûr, puisque les titres à la base des prestations s'étaient effondrés. Donc ce qui différencie, c'est ma thèse de l'époque, ce qui différencie la répartition de la capitalisation, c'est que la solidarité intergénérationnelle est délibérée politiquement dans la répartition, alors que dans la capitalisation, elle est livrée aux aléas du marché des titres.
Et puis deuxième différence, c'est qu'en répartition, le droit à pension ne donne lieu à aucun patrimoine. C'est une logique non patrimoniale, alors qu'en capitalisation, le droit à pension alimente la propriété lucrative, alors qu'il ne le fait pas en matière de droit en répartition. Pourquoi je n'ai pas pu en rester là? Pourquoi est-ce que je n'ai pas pu en rester à la thèse du salaire socialisé, politiquement délibéré, non patrimonial, exprimant une solidarité intergénérationnelle? Les actifs d'aujourd'hui financent les pensions d'aujourd'hui. C'est parce que je me suis aperçu, mais j'aurais pu m'en apercevoir plus tôt, vous savez, c'est très long de s'apercevoir des choses simples, quand tellement nous sommes imprégnés des idées dominantes, y compris les chercheurs, bien sûr, sont imprégnés des idées dominantes. Quand je me suis aperçu que le conflit en jeu dans les réformes était un conflit interne à la répartition. Que la capitalisation n'était agitée par les réformateurs que comme le chiffon rouge qu'on agite devant le taureau, pour mieux le mettre à mort. Et que les opposants réformateurs s'étaient précipités sur le truc en disant non à la capitalisation, oui à la solidarité intergénérationnelle. Que ce n'était pas de ça du tout qu'il s'agissait pour les réformateurs. 90% des pensions dans l'Europe de l'Ouest, les statistiques de l'époque étaient des statistiques de l'Europe des 15 ou 16, je ne sais plus combien, on n'était pas encore passé aux 28 ou 29 actuels. Les pensions de l'époque étaient financées, et le sont toujours en Europe de l'Ouest, à 90% en répartition et à 10% en capitalisation. En France, c'est 97,3, mais vous voyez, on est un peu au-dessus de la moyenne, on n'est pas en dehors de la moyenne. Donc l'enjeu pour la classe dirigeante, c'est à la marge d'augmenter la place de la capitalisation. Mais ce n'est pas ça l'enjeu. Puisque je constatais que l'enjeu de enfin je l'ai découvert progressivement. Aujourd'hui, ça paraît tellement évident que... Enfin, encore une fois, les découvertes, c'est découvrir des évidences qui ne le sont pas au moment où on fait la découverte. Il y avait derrière les réformateurs, enfin dans le projet réformateur, non pas de la capitalisation, mais de la répartition, qui s'opposait à de la répartition, que c'était un certain type de répartition qui était dans le collimateur des réformateurs au bénéfice d'un autre type de répartition. Que la lutte de classe était une lutte interne à la répartition. Et là, c'est là que je me suis rendu compte que l'on ne pouvait pas du tout assimiler toute la répartition à la solidarité intergénérationnelle. La solidarité intergénérationnelle, elle repose sur la thèse selon laquelle la pension, c'est du revenu différé. Je n'ai pas tout consommé mon salaire quand j'étais actif. J'en ai mis une partie au pot commun. J'ai été solidaire. Et il est normal que lorsque je suis inactif, que lorsque je ne suis plus producteur, bien, je récupère en différé la partie de mon salaire que j'ai mis au pot commun. Ça, c'est la thèse de la solidarité intergénérationnelle. Et elle vaut que l'on soit en capitalisation ou en répartition. En capitalisation, j'épargne.
Et je récupère le fruit de mon épargne. En répartition, ben c'est pareil. Je mets au pot commun et je récupère ce que j'ai mis au pot commun. La solidarité intergénérationnelle suppose que la pension, c'est du revenu différé. C'est-à-dire que les retraités sont des inactifs qui, ne produisant plus de valeur, ont le droit de récupérer la part de leur salaire qu'ils n'ont pas consommé quand ils étaient actifs. Soit parce qu'ils l'ont épargné, soit parce qu'ils l'ont cotisé. Et la réforme, c'est ce dont je me suis aperçu, il m'a fallu pas mal de tâtonnements au début des années 2000 pour pouvoir ensuite l'expliquer clairement, même quand je relis maintenant l'enjeu des retraites qui date de 2010, il y a des tas de points avec lesquels je ne suis plus en accord, parce que j'ai mûri depuis dans cette interprétation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'acheter et le lire. Enfin, l'acheter, ça ne sert plus à rien, il est épuisé et on ne va pas le réimprimer parce que j'ai trop de désaccords avec ce texte maintenant. Mais en revanche, le séminaire de l'an prochain fera l'objet d'un bouquin qui, lui, sera à jour, que nous allons écrire à deux mains avec Nicolas Castel. Entre autres, pour armer les militants dans la bagarre qui s'annonce et qui, si elle est menée sur les mêmes thématiques que depuis 1994, va nous mener droit à la défaite. À quoi s'oppose le revenu différé? Qu'il y ait de la répartition ou de la capitalisation, mais qui se présente en répartition. À quoi ça s'oppose? Qui, si c'est de la répartition, est du salaire socialisé. C'est une part du salaire qui va au pot commun. C'est du salaire socialisé. À quoi s'oppose la solidarité intergénérationnelle du revenu différé par du salaire socialisé en répartition? Ça s'oppose à ce que j'ai appelé à l'époque, et c'est là que mes ennuis ont commencé avec mes collègues, le salaire continué. La pension non pas comme revenu différé, mais comme salaire continué, qui pose que les retraités sont des producteurs de valeur, non pas des inactifs qui ont droit de dépenser ce qu'ils ont mis au pot commun quand ils étaient actifs à travers les cotisations actuelles des actifs dont ils bénéficient pour financer leur pension, mais que les retraités sont des producteurs de valeur dont le salaire est continué. Et la contrepartie en valeur de la monnaie qu'ils reçoivent, c'est la valeur qu'ils créent. Et non pas la valeur qu'ils ont créée, ou la valeur que créent actuellement les cotisants. Il m'a fallu alors reprendre ma documentation sur la naissance des régimes de retraite. Et je me suis aperçu qu'effectivement, ça ne m'avait pas frappé jusque-là. Si vous reprenez Puissance du salariat, je mets la GIRC et l'ARCO dans le même pot que le régime général, dans le pot du salaire socialisé. C'est bien du salaire socialisé. Mais c'est du salaire socialisé qui a deux sens antagonistes. Le salaire socialisé dans le régime général et le salaire socialisé dans la GIRC-ARCO,
c'est un enjeu de lutte de classe. La lutte de classe est interne à la répartition. Elle n'est pas entre répartition et capitalisation. Elle est interne à la répartition. Et je me suis aperçu qu'effectivement, l'histoire des régimes, c'est l'histoire d'un conflit entre des régimes qui fondent le droit à pension sur la somme des cotisations de carrière et des régimes qui fondent le droit à pension sur le remplacement du meilleur salaire. Et que les acteurs de ces deux types de régimes sont les acteurs de la lutte de classe. La bourgeoisie d'un côté, représentée par le patronat, la partie de la classe politique qui la défend, la partie du syndicalisme éventuellement qui la défend, etc., etc., et la classe révolutionnaire en construction de l'autre, le salariat. Dès le XIXe siècle, le régime de pension est conflictuel. Et c'est tout à fait significatif que ce soit à la même date que la première institution de la pension comme revenu différé et la première institution de la pension comme salaire continué apparaissent. En 1852, la Seconde République, c'est avant le coup d'État de Napoléon III, crée une caisse nationale des pensions auprès de la Caisse des dépôts et consignations qui avait été créée en 1818, qui recueille dans les caisses d'épargne, les caisses d'épargne alimentent la Caisse des dépôts et consignations, qui recueille dans les caisses d'épargne l'épargne en vue de la retraite des travailleurs, avec une garantie par l'État du taux de rendement. C'est ça, l'attractivité de cette épargne, c'est que son taux de rendement est garanti à la hauteur du rendement des bons du Trésor, c'est-à-dire extrêmement élevé. Il y a donc une incitation à différer une partie de son revenu pour ne pas être à la charge de la puissance publique lorsque l'on est âgé. Cette mesure, c'est d'abord une mesure pour éviter l'aide sociale, éviter que les personnes âgées soient à la charge de la puissance publique. Elles sont donc incitées, les travailleurs en activité sont incités à épargner sur un compte épargne en vue de la retraite dans les caisses d'épargne. Et une autre loi de 1853, c'est une des premières lois de l'Empire, va créer la pension des fonctionnaires comme poursuite du traitement. C'est comme ça que ça s'appelle, poursuite du traitement. Pourquoi une telle novation? Parce qu'après tout, on comprend très bien que la pension, ce soit un différé du salaire. On ne consomme pas tout, on en épargne, et on récupère le fruit de son épargne au moment où on est plus productif. En revanche, c'est beaucoup moins intuitif, comme on dit, surtout que le Second Empire n'est pas particulièrement progressiste, qu'en 1853, une loi édite le Code des pensions des fonctionnaires en la posant comme un salaire, enfin un traitement, la poursuite du traitement. Je redis le mot officiel.
Bien, c'est parce que, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans la première séance, dès les années 1830, c'est institué dans la fonction publique une distinction entre le grade et le poste. Un fonctionnaire est payé pour son grade et non pas pour son poste. Et son grade est un attribut de sa personne. Il ne s'éteint pas avec la fin de son service. On reste à son grade jusqu'à sa mort. Et donc, on est payé à son grade jusqu'à sa mort. Il n'y a pas de caisse, il n'y a pas de cotisation, il y a une retenue pour pension, mais qui est un pur jeu d'écriture. Il n'y a aucun flux qui aille vers une caisse des pensions. Et c'est toujours le cas, hein. Il n'y a pas de caisse dans la fonction publique d'État. Il y a un paiement à vie des fonctionnaires. Et les mots décisifs dans cette affaire, c'est salaire de référence et taux de rendement. Taux de remplacement. La loi de 1853 dispose que les pensionnés ont droit à 2% par année de service de leur dernier salaire, qui est le meilleur par définition, dans la limite de 75% du brut. D'où les 37 ans et demi. Ça vient de la loi de 1853. Nous sommes là dans la pension, non pas contrepartie de cotisation, demeurant inexistante, mais dans la pension comme reconnaissant à vie le salaire du fonctionnaire. Ça va être l'objet d'une polémique considérable. Pendant toute la suite du XIXe siècle, il va y avoir des tentatives de remettre les fonctionnaires dans le droit chemin, c'est-à-dire le droit chemin du revenu différé. Vous avez, lorsque Léon C est au ministère des Finances en 1875, je ne sais plus quelle date, enfin ça, vous trouvez tout ça dans Puissance du salariat, un ouvrage qui est dépassé, certes, mais qui est très utile encore pour les statistiques, les données factuelles qu'il contient. C'est un dossier qui reste tout à fait utile, même si son interprétation a été dépassée à cause de ce que je suis en train de vous raconter. Je n'ai pas pu continuer à tenir la thèse du salaire socialisé comme cela, sauf à être incapable de rendre compte de l'échec des opposants à la réforme. Lorsque Léon C est au ministère des Finances, il va tenter d'obtenir une loi dans laquelle les fonctionnaires ont créé une caisse de retraite et que c'est en fonction de leur cotisation qu'ils ont droit à de cotisation en capitalisation. Il n'y a que de la capitalisation qui est imaginée à l'époque, et qu'ils ont droit à de la pension. Finalement, tout ça, ce débat-là va échouer, entre autres parce que ça aurait entraîné une double dépense pour l'État, à la fois de verser les pensions aux fonctionnaires en activité et d'augmenter les salaires pour que les actifs, les fonctionnaires, verser les pensions des fonctionnaires sortis du service et en même temps d'augmenter les salaires pour qu'ils puissent financer leurs pensions en capitalisation. Toujours est-il que dès le XIXe siècle, vous avez deux lignes de régime de pension. Soit le différé d'un salaire non consommé, soit la poursuite du salaire. Et vous voyez bien que c'est porteur de deux définitions du travail. Dans la première, le retraité ne travaille pas, dans la seconde, il travaille. Mais qu'est-ce qu'il fait? On s'en fout, c'est pas le problème. Ce n'est pas ce que je fais qui décide si c'est ou pas du travail.
C'est la lutte de classe qui décide si ce que je fais est ou non du travail. Ce n'est pas le contenu de l'activité qui décide si c'est du travail ou pas. C'est l'institution dans laquelle se produit cette activité qui décide si c'est du travail ou pas. Je l'ai déjà dit, dès le départ, conduire des gamins à l'école, c'est la même activité que ce soit le fait des parents ou que ce soit le fait d'une assistante maternelle. Pourtant, l'institution parent, ça ne transforme pas l'activité conduite des gamins à l'école en travail. Mais l'institution auto-entrepreneuse ou emploi dans une association d'assistantes maternelles, là, c'est une institution qui inscrit l'activité conduire des gamins à l'école comme du travail. Nous sommes dans une convention sociale. Le travail n'a de fondement que politique. On ne peut jamais définir le travail par le contenu de l'activité. Jamais. Et l'objection qui consiste à dire « mais qu'est-ce qu'il fait pour dire qu'il travaille ?» C'est une objection qui n'a pas de sens. Parce qu'elle confond, encore une fois, si ce séminaire peut aider à bien poser cette affaire, hein, elle confond travail concret et travail abstrait. Elle confond l'ordre de la production des valeurs d'usage et celui de la valeur économique. Et ce sera encore toute la prochaine séminaire, l'enjeu décisif, c'est que nous soyons inscrits comme personne dans la valeur économique. Je l'ai dit la dernière fois, nous inscrire comme personne dans la valeur d'usage, aucun problème. Vous voulez un diplôme? Pas de problème, c'est accepté. Ce diplôme est un attribut de votre personne. Vous êtes reconnu comme producteur de valeur d'usage. Mais alors, vous reconnaître comme producteur de valeur économique en tant que personne, jamais. Ça, c'est ce que nous dit la bourgeoisie, pour conserver le monopole sur la valeur. Et vous voyez bien l'enjeu de dire que les retraités travaillent. C'est bien qu'on attribue la qualification à la personne et non pas à l'emploi. Le conflit entre la retraite, la pension de retraite comme un revenu différé et la pension de retraite comme salaire continué va se déplacer du conflit entre capitalisation et répartition. En 1852, c'est bien de la capitalisation qui est mise en place comme revenu différé, alors que la pension comme poursuite du traitement, c'est de la répartition, d'accord ? Et jusqu'en 1941, ce conflit va être un conflit capitalisation-répartition. Ce conflit change complètement de sens en 1941, lorsque Vichy supprime la capitalisation pour faire face à la pauvreté de masse des personnes âgées. Vichy va entreprendre de distribuer des sommes qui étaient jusque-là épargnées en vue de la retraite. La loi de 1930 sur les assurances sociales prévoit, en effet, dans la lignée de la loi de 1852, sur la Caisse nationale des retraites, qui était facultative et qui avait échoué. Les cotisations étaient facultatives. Elles pouvaient être abondées par les employeurs d'ailleurs. L'alimentation des comptes épargne-retraite auprès des caisses d'épargne pouvait être abondée par l'employeur. Ce n'était pas uniquement le salarié, mais c'était facultatif et ça a échoué. 1930, la loi rend obligatoire le dispositif. C'est la grande nouveauté de 1930. C'est obligatoire. Et donc, chacun a un compte épargne. Et ce compte épargne, il faut qu'il atteigne une certaine maturité. À l'époque
une trentaine d'années de cotisation, je ne sais plus, excusez-moi, ça me sort de l'esprit, mais vous trouvez ça encore une fois dans la puissance du salariat. Au bout de 30 ans, on est autorisé à liquider son compte. Mais en attendant, on épargne de l'argent qui s'accumule dans la caisse d'assurance sociale. Et par ailleurs, à côté de cette cotisation aux assurances sociales qui alimentent les comptes individuels de retraite en capitalisation, vous avez une petite partie de cotisation vieillesse, là aussi, mais qui alimente un droit à un minimum social pour les personnes âgées. Et Vichy affecte toute la cotisation à ce minimum social. Il ne supprime pas les comptes, il les laisse en déshérence, hein, et avec l'inflation, ils ne vaudront plus rien. Ce qui aura été accumulé dans les comptes ne vaudra plus rien, bientôt. Et il affecte toute la cotisation vieillesse aux assurances sociales à cette prestation en répartition qui s'appelle l'AVTS, l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Et le gouvernement provisoire d'Alger dit « Ah, attendez, lorsque nous allons revenir au pouvoir, nous rétablirons la capitalisation. Ils sont volés, ces travailleurs dont les comptes sont gelés. » Sauf qu'il ne le fait pas. Les gouvernements de la Libération vont, pour énormément de choses, poursuivre l'œuvre législative de Vichy. Et donc, la répartition de 1941 va être validée en 1945. Exit la capitalisation dans la sécurité sociale. La capitalisation des assurances sociales de 1930, supprimée en 1941, cette suppression est confirmée en 1945. Sauf qu'il ne s'agit pas d'alimenter un forfait, un minimum vieillesse, il s'agit d'alimenter, et c'est là la nouveauté complète du régime général, c'est pour ça que le régime général se construit contre le reste de la sécurité sociale, pour une grosse part à l'époque. Ça, c'est des choses que j'ai vues progressivement, puisque pour moi, tout était en répartition, en salaire socialisé. Bon, ma foi, tous les chats étaient gris. Hein. C'est lorsque, blessé comme chercheur et comme militant par l'échec de mobilisation considérable. Enfin, la mobilisation de 2003, elle est considérable. La mobilisation de 2010, elle est absolument considérable. Cet échec a laissé un trouble complet qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à mobiliser, fondamentalement. Donc, il faut sortir de cet échec. C'est décisif. Donc, blessé par cet échec, j'ai repris ma documentation pour m'apercevoir que tous les chats ne sont pas gris en répartition. Et qu'il y a une partie de la répartition qui n'est pas de la solidarité intergénérationnelle, qui se construit contre la solidarité intergénérationnelle, et que c'est la partie révolutionnaire, et que c'est la partie capitaliste de la répartition qui, lui, elle, se poursuit la solidarité intergénérationnelle de la capitalisation. J'ai cotisé, j'ai droit de récupérer mes cotisations. Ça, c'est le fondement de la capitalisation, et c'est le fondement de la répartition de type Agirc-Arrco. Le régime général, tel qu'il est créé en 1946, sous l'impulsion de la CGT et de Croizat, ce régime général pose la pension comme un remplacement du salaire, non pas comme la contrepartie de cotisations passées. Ce qui était le cas des assurances sociales. Par rapport à Vichy, qui a remplacé la capitalisation par la répartition, pour faire une répartition par distribution d'un forfait. Les révolutionnaires de 1946 disent non, la pension de retraite, c'est du salaire, c'est pas un forfait, c'est du salaire à la qualification,
Et les mots essentiels, c'est taux de remplacement, 75% du brut, dans le projet de la CGT, c'est-à-dire 100% du net, et salaire de référence, le meilleur salaire, celui des 6 meilleurs mois, comme dans la fonction publique. Voilà l'ambition des révolutionnaires de 1946. Qu'à un âge politique, qui va être baissé jusqu'à 55 ans dans les congrès de la CGT, au milieu des années 90, à un âge politique, le travailleur a droit au maintien à vie de son salaire. C'est un salaire continué. Ça n'est pas un revenu différé. Ça n'est pas la somme des cotisations qui mesure le droit à pension. Cette répartition-là, qui regroupe le régime général, créé, s'agissant de la pension, sur le modèle de la fonction publique. Les créateurs du régime général en matière de pension ont comme modèle la fonction publique, le statut de... Enfin, le régime, pardon, des fonctionnaires de 1853. Les salariés à statut, comme on dit. C'est-à-dire que Marcel Paul, autre ministre communiste qui nationalise EDF-GDF, rédige un statut de l'électricien gazier dans lequel la pension, c'est un salaire d'inactivité de service. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et elle est construite exactement comme la pension de fonction publique. Et ça vaut pour toutes les boîtes nationalisées. En tout cas, avec un statut des travailleurs dans ces boîtes. C'est le cas de la SNCF, c'est le cas de l'EDF, c'est le cas de la RATP, enfin c'est le cas d'un certain nombre d'entreprises importantes dans lesquelles la pension, c'est du salaire continué. Quelle va être la réaction de la bourgeoisie à cette offensive révolutionnaire qui change la pratique du travail, qui sort le travail du carcan de l'emploi, qui affecte du salaire à autre chose que de l'emploi, qui qualifie les personnes et non pas le poste. Avoir droit à son salaire, à son meilleur salaire à un âge politique, c'est devenir qualifié en tant que personne. C'est un droit qui reconnaît la personne dans le champ de la valeur. C'est un droit révolutionnaire. La bourgeoisie n'a jamais accepté le régime général, le régime des fonctionnaires, les régimes statutaires. Jamais. Pas parce que ce seraient des ressources plus sûres pour les travailleurs. Pas parce que ça donnerait un rapport de force favorable aux travailleurs dans le partage de la valeur. L'enjeu de classe, ça n'est pas le partage de la valeur. Encore une fois, une classe dirigeante. Et classe dirigeante parce qu'elle a la souveraineté sur la production de la valeur. Son enjeu, c'est pas de s'en foutre plein les poches dans le partage. Si elle peut le faire, elle le fait, hein, ça, évidemment, au passage. Mais c'est pas ça qui fait qu'elle est une classe dirigeante. C'est pas parce qu'elle est riche. Elle est dirigeante parce qu'elle décide de qui travaille, pourquoi faire, où, quand, comment. Ce n'est pas la répartition de la valeur qui est l'objet de la lutte de classe, c'est la production de la valeur. Et donc, l'enjeu révolutionnaire, c'est de changer la pratique du travail, sortir le travail de sa logique capitaliste. Et c'est ce que fait un régime de pension qui dit que la pension, c'est la continuation du salaire. Quelle va être la réponse de la bourgeoisie à cette offensive révolutionnaire, qui est toujours valable,
Au point que depuis Rocard, ça fait déjà 25 ans que la bourgeoisie s'escrime pour en finir avec la pension comme salaire continué. Et que l'objectif, vous l'avez compris maintenant, l'objectif de Macron, c'est que la pension, ce soit la contrepartie des cotisations comptabilisées dans un compte, que tout le monde ait un compte. Et qu'il liquide sa pension en liquidant ses cotisations, et que sa pension soit la contrepartie de ses cotisations. L'enjeu de la bourgeoisie, c'est la solidarité intergénérationnelle. C'était la solidarité intergénérationnelle en répartition, en capitalisation. C'est le fait que les actifs d'aujourd'hui alimentent les fonds de pension en achetant des titres pour leur propre pension, qui fait que les fonds de pension peuvent verser des pensions à ceux qui sont arrivés à l'âge de la retraite. Solidarité intergénérationnelle. La capitalisation, c'est la solidarité intergénérationnelle. Solidarité intergénérationnelle de la transposition de la capitalisation en répartition. Après 41, après 44, où le gouvernement provisoire, bon, 44, ça se fait un peu après, 45, décide finalement de maintenir la répartition en matière de pension, et qu'en 46, en allant beaucoup plus loin, les révolutionnaires disent ça va être sur le modèle de la fonction publique qu'on fait de la répartition, la réponse de la bourgeoisie, c'est la GIRC. C'est tout de suite, 47. Elle n'attend pas la bourgeoisie pour mener la lutte de classe, jamais, bien sûr. Et là, c'est j'ai cotisé, j'ai droit. On inscrit dans un compte les cotisations qui sont au-delà du régime général. C'était un enjeu de classe décisif. Les ordonnances de 1945, certes, ouvrent la porte à la possibilité de régime complémentaire, mais dans des conditions telles que c'est pratiquement impossible. Il va falloir, dans des décrets d'application, etc., modifier les ordonnances de 1945 pour qu'il devienne possible de créer un régime de retraite complémentaire contre lequel la CGT va se battre. Dans les années 50, elle se bat encore vraiment considérablement pour le déplafonnement du régime général. Vous voyez, qu'est-ce qui a rendu possible la riposte de la bourgeoisie à l'institution révolutionnaire de la pension comme poursuite du salaire? C'est le fait que le régime général a été plafonné. Et là, c'est une défaite de la CGT. La CGT a gagné, mais pas tout. Nous sommes dans une lutte de classe. Tout ça est évidemment avec des défaites et des succès. Les assurances sociales de 1930 avaient un plafond d'affiliation. C'est-à-dire que n'étaient affiliés aux assurances sociales que les travails obligatoires. La nouveauté de 1930, c'est de rendre obligatoire la cotisation au régime de capitalisation, qui jusqu'ici était facultatif. On avait essayé en 1910 de rendre ça obligatoire, mais ça avait foiré. Ça va marcher en 1930. Mais ça n'était obligatoire que pour ceux dont le salaire était inférieur à un certain plafond. Pour les autres, qu'on appelait à l'époque les collaborateurs, tous ceux qui allaient au-delà de ce plafond, c'était les collaborateurs. Je vous ai déjà dit, il a fallu vite inventer un autre nom en 1945. Et on a trouvé le mot cadre, un salarié des cadres, et puis finalement cadre, c'est un mot qu'on a été chercher aussi dans le vocabulaire militaire. Et vous avez ça, un bouquin extrêmement fondard sur la question qui s'appelle L'invention des cadres, de Boltanski, qui est paru en 78, je ne sais pas combien, il y a fort longtemps de ça, mais qui reste tout à fait intéressant aux éditions de Minuit, dans la collection de Bourdieu, je crois. C'était avant le conflit entre Boltanski et Bourdieu, me semble-t-il. Et donc, pour les autres, il y avait bien sûr des régimes de retraite. Ils n'étaient pas laissés comme ça, sans soutien patronal, au contraire. La bourgeoisie soigne les cadres autant que possible. Mais c'était des régimes d'assurance groupe,
pour ses collaborateurs, le patron souscrivait un contrat d'assurance groupe avec une compagnie d'assurance pour la capitalisation de ses collaborateurs. Donc vous aviez un régime en capitalisation obligatoire de type assurance sociale avec une cotisation interprofessionnelle et uniforme, et puis vous aviez des régimes d'assurance groupe en capitalisation aussi, cette fois-ci laissés à l'initiative patronale et gérés par les compagnies d'assurance, alors que l'assurance sociale était gérée, elle, paritairement dans des caisses départementales. En 1941, exit la capitalisation, mais lorsque le régime général est créé en 1945, il l'est créé par remplacement du plafond d'affiliation par un plafond de cotisation. Ça a été une grande défaite, que je n'ai pas comprise, moi, au départ, quand j'ai analysé le truc. C'est depuis 10-15 ans que tout ça a bougé chez moi. Et du coup, ça m'a obligé à faire des archives, à aller revoir. Effectivement, il y a bien eu un conflit et un échec sur cette question du plafond. Plafond de cotisation, ça veut dire que tout le monde est affilié. Le régime général, il est général en ce sens-là. C'est que les cadres sont au régime général. Mais le régime général est plafonné en termes de cotisation. Il n'est plus plafonné en termes d'affiliation, tout le monde y est, mais les cadres ne cotisent qu'en dessous du plafond. Le plafond actuel, il est de 3 200 euros bruts, d'accord ? Donc aujourd'hui, toute personne qui gagne plus de 3 200 euros bruts, au-delà, il n'y a pas de cotisation au régime général. Il cotise à 3 200 euros bruts. Du coup, ça libère un espace pour un régime complémentaire, bien sûr. C'est ce que ne voulait pas la CGT. C'est pour ça qu'elle s'est battue pour le déplafonnement. Que les cotisations portent sur tout le salaire. Le régime complémentaire, aujourd'hui, il va jusqu'à 8 fois le plafond. C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne 24 000 euros par mois, il cotise plein pot à la GIRC-ARCO. Sur la différence entre 24 000 et 3 200. Enfin, un peu plus de 24 000, vous voyez, 25 000, 26 000 brut par mois. Donc, cette AGIRC qui est mise en place en mars 1947, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, alors ce n'était pas 4 fois le plafond à l'époque, hein, c'est des accords ultérieurs qui ont été jusqu'à 4 fois le plafond. Au-delà du plafond, il y a un taux de cotisation obligatoire, qui d'ailleurs est le même qu'en dessous. Globalement, le taux de cotisation à la GIRC, au-delà du plafond, est le même que le taux de cotisation au régime général en dessous du plafond. Donc les cadres, ou ceux qui gagnent plus de 3 200 euros bruts par mois, enlever 25%, enlever le quart, disons, pour avoir le salaire net, d'accord ? C'est-à-dire ceux qui gagnent plus de 2400 euros net par mois, bien au-delà, ils cotisent à la GIRC au même taux ou à l'ARCO, hein, parce qu'ils peuvent ne pas être cadres, et dans ce cas-là, ils cotisent à l'ARCO. L'ARCO est créé en 1900, dans les années 50, hein, à l'initiative du patronat et de Force ouvrière. C'est la transposition pour les non-cadres du dispositif de la GIRC. Et puis ensuite, les cadres ont eux-mêmes cotisé à l'ARCO. Enfin, l'ARCO, c'est un régime qui concerne tous les salariés, dès lors qu'ils cotisent, enfin leur salaire est supérieur au plafond. Et donc, contre le régime général, la GIRC-ARCO dit un retraité, il a droit
à récupérer ses cotisations. Chacun a un compte dans lequel on comptabilise ses cotisations. C'est transposé en points, mais qu'importe la technique, tout ça n'a pas d'importance. Le fondement du droit à pension, c'est la somme de mes cotisations. Là, nous sommes dans la logique capitaliste du travail. Un pensionné, un retraité ne travaille pas. Il dépense. Et il est légitime qu'il dépense ce qu'il a mis au pot commun. C'est la somme des cotisations qui est le fondement légitime de la pension. Nous sommes dans le j'ai cotisé, j'ai droit. Attention, j'ai cotisé, j'ai droit qu'il ne faudrait pas qualifier d'individualiste, en disant c'est une atteinte à la solidarité qui est fondatrice de la sécurité sociale, comme je vois déjà pas mal de tracts se construire, qui vont être des tigres de papier face aux réformateurs. Parce que c'est non pas j'ai cotisé, j'ai droit, mais nous avons cotisé, nous avons droit. Le modèle dont va s'inspirer Macron, mais nous verrons ça en long et en large l'an prochain. Aussi bien l'histoire des... Je n'ai rien dit là, sur l'histoire des pensions, tout ça va être fait avec beaucoup de soin, parce qu'il faut qu'on sorte de à peu près toutes ces questions. Ça va devenir des lieux où notre technicité doit être à la hauteur de nos adversaires. Mais j'ai oublié le début de ma phrase. Macron, ah oui, il suffit de dire Macron, et je aussitôt vaincre Macron, d'accord. Et qui est en vente à la sortie pour ceux qui n'ont encore pas sacrifié au rite d'avoir acheté, sinon lu Vaincre Macron. L'essentiel, c'est de l'acheter, et éventuellement aussi de le lire. Et puis de l'offrir, c'est un peu tard pour les cadeaux, mais enfin, il y a encore des ravisotes possibles, on est dans les vôtres, on peut se raviser, d'accord. Et donc, le projet de Macron, il s'inspire des travaux de Piketty, et Piketty reprend la réforme suédoise et la réforme italienne des années 90. Prenons la Suède, chacun a un compte qui additionne toutes ces cotisations. Là, ce n'est pas transposé en points, on additionne les cotisations. Alors, pas à leur valeur nominale, sinon des cotisations d'il y a 30 ans ne valent plus grand-chose, à une valeur actualisée, une actualisation permanente de la valeur des cotisations, en fonction de la hausse des prix ou en fonction de la hausse du PIB. Et lorsque l'on liquide sa pension, la somme obtenue est divisée par l'espérance de vie. Eh bien, j'ai cotisé, j'ai droit. La somme de mes cotisations doit être égale à la somme de mes pensions. C'est donc mon espérance de vie qui est le dénominateur de le pactole que j'ai accumulé sur une forme évidemment notionnelle. Il n'y a pas d'épargne. Nous sommes en répartition, évidemment. Évidemment. Aucune classe dirigeante n'est assez folle pour fonder la retraite sur la capitalisation. Ça, c'est fini depuis le milieu du XXe siècle. L'enjeu de classe, c'est de faire une répartition capitaliste. Et la répartition capitaliste, c'est nous avons cotisé, nous avons droit. C'est-à-dire que si... Alors, on ne sait pas calculer l'espérance de vie individuelle, on prend l'espérance de vie de la cohorte. Donc, ceux qui sont nés la même année. Les actuaires savent, les Suédois prennent leur retraite à 65 ans en moyenne, donc en 18, ils sont nés en 53. Les actuaires savent quelle est l'espérance de vie de Suédois qui, nés en 53, sont encore en vie en 1918. Ah ben, s'ils vivent plus longtemps, tant mieux pour eux, mais s'ils meurent le lendemain, tant pis pour eux, d'accord. Nous sommes en répartition. Quand même, parce que si on va, excusez-moi de t'interrompre, mais si on va jusqu'au bout de leur fameuse équité de base, je veux dire, on peut dire, s'ils vivent plus longtemps, on pourrait dire, tant pis pour eux, quand ils dépassent l'espérance de vie de leur co-employé, je sais pas quoi, je sais pas comment ça marche. Alors, ça marche, encore une fois, on va diviser. Si par exemple c'est 17 l'espérance de vie
de ceux qui, nés en 53, prennent leur retraite en 18 ou 18, peu importe, enfin 18 ans, eh bien, on va diviser par 18 le compte et ça donne la pension annuelle. Si cette pension est inférieure à 1 000 € net par mois, elle est automatiquement portée à 1 000 € net par mois. Vous voyez, ce n'est pas du tout individualiste. Je rappelle que la pension en droit direct des femmes en moyenne en France, elle est de 900 € par mois. Donc le minimum de pension en Suède est supérieur à la pension moyenne en droit direct des femmes. Si vous faites un tract en disant c'est individualiste le machin là, ça met en cause la solidarité qui est le cœur de la sécu. Enfin, tout ce texte, cette argumentation complètement bordélique dans laquelle nous sommes piégés. Ben, le lendemain, la CFDT vous fait un tract disant mais comment? Quoi? Enfin, si la division du compte par l'espérance de vie donne moins de 1 000 € par mois, il y a 1 000 € par mois, c'est plus que la moyenne actuelle des pensions des femmes. Il y a bien de l'équité, il y a bien de la solidarité intragénérationnelle. Financé comment? Mais par la CSG. C'est pas contributif, donc c'est la CSG. Ça, on verra ça la semaine prochaine. Hein? Non, la prochaine fois. Hélas, c'est pas toutes les semaines, c'est tous les mois, mais... enfin, hélas, non. C'est tous les mois, pas 10 par an, c'est déjà bien, je trouve. Et merci de votre fidélité, d'ailleurs, dans cette affaire. Je trouve ça tout à fait remarquable. Piketty va beaucoup plus loin. Il dit, mais attendez. À 65 ans, un ouvrier a 7 ans d'espérance de vie de moins qu'un cadre. Donc, on va diviser le compte du cadre par 22 et celui de l'ouvrier par 15. On sera bien à 18 en moyenne. Là, vous serez bien emmerdé si vous êtes battu sur la solidarité intergénérationnelle. Parce que là, on est en plein dedans. C'est vachement solidaire, le truc. C'est pour ça qu'il faut... C'est pour ça que j'ai mis les points sur les i dans Vaincre Macron. Hein, sur la solidarité capitaliste et sur la solidarité communiste. Je vous renvoie à ce texte-là, j'arrive là à la fin de cette séance. Je vous renvoie à ce texte, à ces passages de Vaincre Macron où j'oppose solidarité. Parce que moi, je suis pour la solidarité. Pour moi, c'est un terme magnifique. Hein. Mais il faut qu'on en finisse avec la pratique de la solidarité telle que nous l'assumons nous-mêmes aujourd'hui. Solidaire de ceux qui n'ont pas. J'ai un emploi, je suis fier de ceux qui n'ont pas. Je suis bien assis dans la vie, je suis solidaire des migrants, enfin, etc., etc., etc. Il y a un moment où il faut sortir de ce truc, d'accord, pour passer à la solidarité communiste. Mais ça, il faut un sacré décrassage du cerveau qu'on verra plus tard. Il est 7h20, donc on a 40 minutes, on a plus de 40 minutes, on a eu une petite heure, on peut aller jusqu'au-delà de 8 heures, je pense. Je prends combien de questions? Bon, vas-y, prends-en deux, trois, les premières qui se présentent. Alors, on va en prendre 3 pour commencer, Bernard va répondre, et on va en prendre 3 jusqu'à ce qu'on ait épuisé le temps. 1, 2, 3, c'est parti. Parlez fort pour que dans l'enregistrement, ou prenez le micro, pour que venez ici, prenez le micro, ça. C'est pour que, remarque ça, que soit pris dans le micro du... Ah ben je répète la question plutôt, d'accord. Ok, on fait comme ça. Excusez-moi. Ouais. J'avais une question par rapport à l'ARCO. Donc j'ai bien compris qu'il y avait cette histoire de plafond qui avait été perdu par la CGT, mais du coup l'ARCO s'est fondé en dessous, enfin sur des montants en dessous du plafond. Et du coup je voulais savoir comment ça avait été justifié de faire un truc un peu en doublon de la CGT, enfin de régime général. Oui, mais encore une fois, donc pourquoi est-ce que dans l'ARCO, on crée un dispositif sur la base du « nous avons cotisé, nous avons droit »,
alors même qu'on peut être non cadre, alors que la GIRC était jusqu'ici réservée au seul cadre. Eh bien, parce que les révolutionnaires ont perdu une bataille de ce point de vue-là, hein, et que l'idéologie du « j'ai cotisé, j'ai droit » s'est imposée. Hein. J'esquisse quelques... Alors, pour des raisons, l'ARCO, la naissance de l'ARCO, c'est pour le patronat, c'est comment légitimer mon interlocuteur syndical, c'est-à-dire Force ouvrière. À l'époque, ce n'est pas la CFTC, d'accord ? C'est aujourd'hui la CFDT, d'accord, depuis 92, mais à l'époque, c'est Force ouvrière. Force ouvrière est créée comme syndicat de collaboration de classe, comme l'est aujourd'hui la CFDT. Et il faut évidemment que ce syndicat ait du grain à moudre, comme va dire Bergeron, d'accord ? Et donc le patronat lui donne du grain à moudre. Et un des moments décisifs, mais je crois l'avoir déjà raconté, donc si je l'ai déjà fait, dites-le moi, hein, c'est l'accord Renault de 56. J'ai raconté ça ici ou pas ? Non, alors, un des moments décisifs de l'ARCO, c'est l'accord Renault de 56. Qu'est-ce que c'est que l'accord Renault de 56 ? C'est un accord qui va créer la 3e semaine de congés payés, enfin qui va initier le mois de 3e semaine, c'est comme ça qu'il est resté dans l'histoire. Et c'est aussi l'accord qui crée un régime complémentaire de retraite qui va en 61 devenir l'ARCO. Hein. C'est créé boîte par boîte ou branche par branche. Il y a des accords qui se passent dans les années 50 pour créer des régimes complémentaires de retraite qui vont être donc intégrés dans l'ARCO, l'association des régimes de retraite complémentaires, en 1961. L'enjeu de l'accord de 56, c'est d'éteindre le feu de la hausse des salaires dans la métallurgie. En 55-56, vous avez des considérables grèves qui font qu'il y a de fortes hausses des salaires dans la métallurgie. Et là, le patronat prend peur, et c'est donc un employeur public qui va créer le contre-feu. C'est une entreprise nationalisée qui va être chargée de faire le sale boulot, de s'opposer à la hausse des salaires, et de s'y opposer efficacement. Et il s'y oppose en compensant la hausse des salaires par des droits nouveaux. Et là, le patronat, il met le paquet. 3e semaine de congés payés. Création de régime complémentaire de retraite, et j'en passe et des meilleurs. La CGT de Renault, qui est le syndicat essentiel, et faux, c'est simplement l'appendice du patronat, hein, qui n'existe que par le type d'accord qu'il passe avec le patron. La CGT est contre l'accord de 56, parce qu'elle mesure son caractère de classe, bien sûr. Et puis, en matière de retraite, elle voit bien que, alors qu'elle se bat pour le déplafonnement, là, il s'agit au contraire, à partir du moment où vous avez créé un régime de retraite complémentaire pour tous, vous avez maintenant des défenseurs du plafond. Pas simplement les cadres, mais tous les salariés deviennent des défenseurs du plafond. Donc c'est une défaite idéologique considérable. Et puis au lieu d'avoir un salaire à vie, on a un revenu différé. Là encore, c'est un recul considérable. Benoît Frachon, secrétaire général de la CGT, va en personne à l'AG du personnel convoqué par la CGT, au lendemain de l'accord. Et faux, patron. Il est hué. Mais la CGT, au bout du compte, après une série de difficultés avec les travailleurs, va accepter finalement la naissance de l'ARCO, contre laquelle elle s'était battue. C'est-à-dire que, comme dit Marx, hein, les idées dominantes sont les idées de la classe dominante. Penser que le peuple est porteur d'idées révolutionnaires, c'est une illusion. Le peuple est porteur des idées de la classe dominante. Et donc c'est toute une construction
des représentations sur un mode révolutionnaire qu'il s'agit de faire. Et là, il y a effectivement une défaite, mais cette défaite, elle est prolongée depuis notre échec en matière de pension, puisque c'est sur la solidarité intergénérationnelle, sur le j'ai cotisé, j'ai droit que nous nous battons, alors que c'est l'argumentation de nos adversaires. Et parce que nous avons entièrement intégré qu'un retraité, ça ne travaille pas, c'est utile. Donc la question est de savoir quelles sont les luttes qui ont eu lieu pour aboutir à la loi du 153. Ma réponse est je ne sais pas. Parce que j'ai travaillé sur tout ce qui est postérieur à 45 et mon dossier documentaire n'est pas forcément très riche parce que tout ça a été peu travaillé. C'est ça le problème. Non, mais j'ai fait un faux là-dessus. Je crois qu'il y a une personne qui a une lutte un peu là-dessus. Dans le même sens, alors c'était pas une lutte de 1853 en tant que telle, mais pourquoi Napoléon, voilà, c'est quand même paradoxal de dire que quelque chose sur lequel on peut s'appuyer aujourd'hui, à l'origine c'est venu sous le Second Empire. Donc qu'est-ce qu'il avait en tête pour faire ça à ce moment-là? Peut-être aussi que c'est la même réponse. Oui, non, mais j'en sais rien. Hein. Je peux dire c'est qu'il y a une continuité logique entre la loi de 1834 ou 33 qui crée la distinction de grade et poste, et la loi de 1853 qui crée la pension comme poursuite du traitement. Mais je n'ai pas étudié le dossier de façon... Mais en revanche, vous saurez tout ça au séminaire de l'an prochain, hein, puisque c'est l'objet du séminaire de l'an prochain. Mais je fais une remarque générale quand même. Hein. Ça veut dire que quand on cherche la signification d'une institution dans ses circonstances de naissance, on se fourre le doigt dans l'œil. Chercher l'explication de l'aujourd'hui par les conditions de la naissance hier, c'est se tromper en général. Je le dis parce qu'aujourd'hui, beaucoup de théories du complot reposent là-dessus. Ce truc-là a été créé le 16 juin 1956 sur le quai de la gare de Vesoul, entre... Oui, oulala, il y a... ça sent pas bon, cette affaire. Il faut arrêter avec ces infantilismes. Une classe révolutionnaire, c'est une classe qui est en capacité précisément de subvertir des institutions comme vont le faire les révolutions de 46 avec les allocations familiales. Elles sont complètement subverties. Alors qu'au départ, c'est une saloperie patronale. Je crois l'avoir dit dans ce séminaire, mais si je ne l'ai pas dit, je le dis dans Vaincre Macron et donc vous pouvez le retrouver. Donc ce n'est pas parce que les allocations familiales ont comme origine le refus patronal de la hausse des salaires que c'est une institution capitaliste. Tout dépend de ce que les travailleurs révolutionnaires organisés vont être capables d'en faire. Et là, ils ont été capables d'en faire une institution anticapitaliste, au contraire. Donc l'objection, c'est oui, mais 1000 euros en Suède, c'est pas d'ailleurs des euros puisqu'ils sont hors de la zone euro, mais c'est 600 euros en France compte tenu du pouvoir d'achat, enfin du niveau de vie en Suède. Oui, donc c'est possible que ce soit... je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est 1000 euros pouvoir d'achat français ou pas, hein, dans la conversion que j'ai lue. Il faudra que je regarde plus en détail. Hein, mais encore une fois, toutes ces choses-là seront dites avec précision l'an prochain. Mais ce que je veux dire, c'est que la réforme Macron des retraites, ça va être une réforme qui va créer 2 piliers de pension, d'accord ? En s'appuyant sur le fonds de solidarité vieillesse. Mais ça, nous verrons tout ça la prochaine fois. Hein. La création des 2 piliers, hein, ce qui fait l'objet du second chapitre de Vaincre Macron. Il n'y aura pas que les comptes. Hein. Ça, c'est le second pilier. Il y aura par ailleurs un forfait minimum. Hein, et ce forfait minimum, qui sera, je ne sais pas quoi, à 750 ou à peut-être 1000 euros, j'en sais rien, lui sera financé par la CSG. C'est pour cela qu'il y a une distinction entre CSG et cotisation qui n'est pas
Mais ça, nous verrons ça la prochaine fois. Hein. Là encore, hein, ne disons pas la bonne cotisation face à la mauvaise CSG, hein, comme c'est en train de se profiler dans l'argumentaire syndical actuellement. La CSG, c'est mauvais, puisque c'est un impôt de solidarité qui remplace des travailleurs ayant droit au salaire en pauvres ayant droit de la solidarité. Ça, c'est mauvais, c'est un mauvais impôt. Mais l'impôt qui paye les fonctionnaires, c'est un bon impôt. Parce que c'est un impôt qui reconnaît des personnes comme qualifiées. Donc vous avez de mauvais impôts et de bons impôts. Et de même, vous avez de mauvaises cotisations et de bonnes cotisations. La cotisation au régime général, qui dit les retraités ont droit à la poursuite de leur salaire, ça c'est une bonne cotisation. La cotisation à Agirc-Arrco qui dit les retraités ont droit à la contrepartie de leur cotisation, ça c'est une mauvaise cotisation. L'enjeu n'est pas du tout de défendre la cotisation contre l'impôt. Pas du tout. J'insiste parce qu'encore une fois, je vois trop de lignes stratégiques syndicales se construire aujourd'hui autour de non à la CSG, oui à la cotisation. Tout ça est parfaitement récupérable par nos adversaires. Très bien, excellente question. Hein, et ça fait aussi l'objet d'un débat avec Haribey. Hein, donc je vous renvoie à d'éventuels débats entre Haribey et moi. Il y en aura un dans le prochain numéro de Contretemps. Mais il y en a déjà eu d'autres ailleurs, puisqu'il conteste que les retraités travaillent, entre autres, hein, en arguant sur le fait qu'il n'y a pas de comptabilisation de leur contribution à la production de valeur dans la comptabilité nationale. Là, nous sommes encore une fois dans l'empirie de la lutte de classe. Ce n'est pas parce que... Donc, merci de cette question parce qu'elle m'oblige vraiment à affiner ce que je viens de dire. Quand je dis les retraités travaillent, c'est performatif, comme vous l'avez dit très justement. Il ne suffit pas que la pension passe du revenu différé au salaire continué pour que la pratique du travail change. Ce serait trop facile. Ce n'est pas parce qu'on change le mot qu'on change la chose. Enfin, on ne change pas que le mot, hein. On change l'institution. Hein. S'il n'y avait pas d'enjeu, vous n'auriez pas cet acharnement depuis le livre blanc de Rocard pour calculer la pension à partir des cotisations, à partir de la carrière, et non plus à partir d'un salaire de référence. Et je l'ai écrit déjà à plusieurs reprises, la grande victoire de la CFDT dans cette affaire, c'est d'avoir emmené les autres syndicats sur le terrain de la carrière. En 2010, tous les syndicats étaient dire « nous allons calculer autrement la carrière ». On va revenir à 37 ans et demi, disent les uns. D'autres disent on va intégrer les années d'études dans les annuités validées. D'autres disent on va intégrer les temps de chômage non indemnisés dans les années validées, etc., etc. C'est-à-dire que là, la CFDT a gagné. On a accepté que ce soit la carrière qui soit la mesure de la pension. Et simplement on dit, attendez, on va calculer la carrière autrement. Donc, si nos adversaires ne voyaient pas d'enjeu dans le fait que la pension soit du salaire continué ou de revenus différés, ils n'auraient pas entrepris, avec l'acharnement qu'ils mettent, puisque tous les gouvernements sont battus les uns après les autres, et le suivant poursuit la réforme du battu, en sachant qu'il sera battu lui aussi, ils ne mettraient pas l'acharnement qu'ils mettent à transformer la pension de salaire continué en revenu différé s'il n'y avait pas un enjeu. Mais cet enjeu,
vous avez parfaitement raison, et vraiment merci de cette intervention, vous avez parfaitement raison de dire que ce n'est pas le jour où le régime général a créé le droit à pension comme poursuite du salaire que les retraités ont été considérés comme travailleurs. Et d'ailleurs, lorsque Croizat met en place le régime, il ne le dit pas du tout. Il dit « nous allons sortir les travailleurs de la misère », enfin, etc., etc. Le discours convenu. Ça, pour moi, c'est un point... il y a un débat qui va paraître entre Jean-Claude Mamet et moi dans la revue de Ensemble. D'entre vous connaissent peut-être Ensemble, c'est une des composantes de l'ex-front de gauche. Sur le site de Ensemble plutôt, c'est pas dans la revue, je crois que c'est sur le site, il y a un texte de Mamet sur Macron, il va y en avoir un autre de moi en réponse. Je suis en train de le rédiger. Mamet me dit, mais enfin, c'est entièrement faux de dire qu'en 1946, ce qui se met en place est révolutionnaire. Le projet du Parti communiste n'est pas de prendre le pouvoir politique. Rien n'énonce, rien ne dit dans les énoncés des créateurs du régime général qu'ils aient conscience qu'ils sont en train de créer une autre pratique du travail. Ben oui, c'est tout à fait exact. Et alors? Ça n'empêche pas que ce soit révolutionnaire. Ce n'est pas parce que un acte, premièrement, c'est pas parce qu'une institution nouvelle ne change pas de régime politique qu'elle n'est pas révolutionnaire. Il y a une identification entre changement de régime politique et révolution qui est un effet de la Révolution française. Plus exactement, de notre identification de la Révolution à la Révolution française. Mais la Révolution française, je l'ai dit dès la première séance, c'est la cerise sur le gâteau par un changement de régime politique. Là, il y a vraiment un changement de régime politique, oui. La bourgeoisie remplace le régime politique lié à l'aristocratie. Il y a un réel changement, mais parce qu'elle a changé le mode de production. Un changement de régime politique n'est pas la condition du changement du mode de production, c'est le contraire. La condition du changement de changement de régime politique, d'un changement de régime politique qui en soit un, qui n'aboutisse pas à des catastrophes, etc., c'est qu'il y ait eu au préalable changement du mode de production. Et ce changement du mode de production ne suppose pas prise de pouvoir politique. Ça suppose une présence dans le pouvoir suffisante pour pouvoir changer la loi sur des points sensibles, etc., etc. Ça suppose un changement de la jurisprudence, par exemple, en matière de droit de propriété. Ça s'est fait essentiellement, le passage du droit féodal au droit capitaliste, ça ne s'est pas fait par la loi, ça ne s'est pas fait par la prise de pouvoir, ça s'est fait par le changement de jurisprudence, par la culture juridique qui bouge. Ça, ce n'est pas la prise du pouvoir politique, c'est autre chose. Donc la révolution ne suppose pas comme préalable la prise du pouvoir politique. Et le fait que le Parti communiste n'avait pas comme intention la prise du pouvoir politique en 1946 n'invalide pas le fait qu'il ait posé des actes révolutionnaires. Deuxièmement, ce n'est pas la conscience avec laquelle on pose un acte qui décide si on a une classe pour soi ou une classe en soi simplement. Dès lors que la CGT n'avait pas conscience, en créant le régime général, qu'elle changeait le sens du travail, qu'elle disait les parents travaillent, les retraités travaillent, dès lors qu'elle ne le disait pas, c'est donc qu'elle ne l'a pas fait. Ça, c'est supposer que les représentations précèdent les actes. Mais non, elle l'a fait avec des représentations anciennes. Lorsque Rocard, prenons l'exemple inverse, lorsque Rocard crée le livre blanc des retraites et qu'il fournit tout le matériel institutionnel des réformes suivantes,
qui sont de fait un retour à la définition capitaliste du travail en disant les pensionnés ont droit à leur retraite à la mesure de leur cotisation de carrière et non pas en remplacement de leur salaire. De fait, mais jamais Rocard ne dit cela. Il ne dit pas « je vais changer, je vais en finir avec la subversion communiste et je vais réaffirmer la pratique capitaliste du travail en passant du salaire continué au revenu différé ». Il ne dit jamais ça. Il ne le dit pas non pas parce qu'il ment, mais parce qu'il n'en a pas conscience. Mais il pose les actes de cette contre-révolution. Une classe est une classe pour soi, pas d'abord parce qu'elle a conscience dans ses représentations de ce qu'elle fait, mais parce qu'elle a une conscience de ses intérêts suffisants pour faire, pour poser des actes qui sont cohérents avec ses intérêts, même si les représentations ne sont pas là. Alors, lorsque Croizat dit « les retraités ont droit à la poursuite de leur salaire », il ne dit absolument pas, et il ne le pense absolument pas, « les retraités travaillent ». Mais il pose un acte qui, s'il permet ensuite, par sa durée, par sa généralité, si ça ne reste pas marginal, si ça dure plus de 10 ans, d'accord, si ce n'est pas balayé tout de suite, qui rend possible un changement des représentations et qui va rendre possible un changement des représentations tel que, alors, la cantanate va inscrire la valeur produite par les retraités dans le PIB. Mais peut-être même pas d'ailleurs faudra-t-il ce changement de représentation pour que cet acte de création du régime général se traduise par le fait qu'on augmente le PIB de la valeur produite par les retraités. Comment est-ce qu'on a augmenté le PIB de la valeur produite par les fonctionnaires ? Avec la construction de l'Union européenne et les statistiques, ce qu'on appelle le système européen de cantanate, le SECN. Quel est le problème pour les comptables nationaux avec les services publics? C'est que dans certains pays, les services publics sont assurés par des entreprises privées. Si on ne compte pas la valeur produite par les services publics, alors, à valeur produite identique, la comptabilité nationale, le PIB d'un pays avec beaucoup de services publics sera plus faible que la comptabilité, enfin que le PIB d'un pays avec peu de services publics. Alors qu'il produira les mêmes choses, exactement le même niveau d'éducation, le même niveau de santé, etc., etc. C'est donc pour pouvoir avoir des statistiques comparables du PIB que a été décidé d'inscrire comme valeur produite dans les services publics tout ce qui pouvait être produit par des boîtes privées. Là où il n'y a pas service public. Donc c'est par convention. Alors, comment est-ce qu'on a effectivement ensuite calculé la valeur ajoutée ? Donc, c'est peut-être ça qui un jour imposera aussi qu'on augmente le PIB de la valeur produite par les retraités. Moi, j'en sais rien. Mon obsession, c'est qu'on mène la bagarre performative sur le fait que les retraités travaillent. Pour le fait que c'est la seule chose qui va nous permettre de promouvoir le salaire à vie. Mais promouvoir le salaire à vie pour les retraités, c'est le promouvoir à 18 ans. C'est ça la question. Si vous êtes dans le j'ai cotisé, j'ai droit, vous ne pouvez pas proposer un salaire à vie à 18 ans. Ils ne sont pas cotisés, mais ils n'ont pas droit.
l'obstacle décisif au salaire à 18 ans, c'est le fait, vous n'avez pas cotisé, vous n'avez pas le droit. Et si nous ne nous battons pas sur le droit au salaire des jeunes, nous allons avoir des prêts aux jeunes, des prêts aux étudiants, en disant, écoutez, attendez, ils sont en train d'améliorer leur capital productif, leur capital humain, pardon, ça leur vaudra plus de productivité quand ils seront actifs, ils rembourseront alors sur leur supplément de salaire lié à à leurs études, ils rembourseront les prêts qui leur ont été consentis. Et si vous ne sortez pas le travail du carcan du capital, si vous ne faites pas un travail idéologique, performatif, pour sortir la définition du travail de sa définition capitaliste, vous serez aussi incapable de vous opposer au compte individuel de pension que vous pourrez vous opposer aux prêts aux étudiants. Les prêts aux étudiants en Angleterre, ils sont passés comme une lettre à la poste. Aujourd'hui, les étudiants anglais, je vous renvoie, c'est le très grand livre d'Aurelia Casta, j'espère qu'il y en a ici quelques exemplaires à la sortie, précipitez-vous pour l'acheter, Un salaire étudiant. Aurelia Casta assurera une partie des séminaires prochains d'ailleurs, le séminaire sur quand on va reprendre justement toutes les données de ce qui se passe dans les années 40, ce sera un séminaire fait avec Aurelia Casta. Dans la lettre que vous avez reçue, vous recevez donc à chaque fois, si vous avez donné votre adresse électronique, une lettre avant le séminaire. Je vous annonce une série de ce que seront les séminaires les années suivantes. Il y en aura avec Aurelia Casta. Et donc, il montre comment, aujourd'hui, un étudiant anglais, il paye 15 000 livres de frais d'inscription par an, qui ne lui coûte rien. Il a automatiquement 15 000 livres de prêt. Ça ne lui coûte rien du tout. Et en plus, on lui prête 9 000 livres par an pour ses besoins personnels. C'est automatique. C'est-à-dire que les étudiants anglais ont une vie meilleure que les étudiants français. Sauf qu'ils sont endettés. Mais ils ne remboursent qu'à partir du moment où leur salaire dépasse 25 000 livres par an. Avant, ils ne remboursent pas. Certains étudiants ne rembourseront jamais rien. C'est très subtil, vous savez. Si vous présentez un truc comme ça en France, ça va faire banco. Or, c'est dans les tuyaux du gouvernement Macron. Le ministre de l'Éducation nationale, il est là, et celui de l'enseignement supérieur, il est là pour ça. Pour mettre en place une hausse des frais d'inscription et des prêts aux étudiants. Non pas des prêts bancaires, des prêts par une institution publique, qui sait d'avance qu'elle sera déficitaire, mais qui nous inscrit dans la dette. C'est très important de nous inscrire dans la dette. C'est pour ça que j'ai tellement insisté sur le fait qu'au contraire, il s'agit de nous inscrire dans la propriété d'usage de l'outil par de la subvention de l'investissement et par une bagarre idéologique contre le crédit. Donc, pour en revenir à votre question ou objection extrêmement justifiée, bien sûr que ce n'est pas en soi le fait de poser la pension comme salaire qui transforme l'activité des retraités en travail. Encore faut-il qu'il y ait tout un travail idéologique de changement de représentation pour que l'institution demeure suffisamment longtemps pour qu'elle s'impose et que, alors, les comptables nationaux augmentent le PIB de la valeur créée par les retraités. En faisant comme pour les fonctionnaires, ce sera la somme de leur pension. Comme pour les fonctionnaires, quelle est la valeur créée par les fonctionnaires? C'est la somme de leur salaire. On fera pareil, ça sera une convention, on fera comme s'il y avait une valeur ajoutée monétaire, et on augmentera le PIB d'autant. La monnaie n'augmentera pas d'un centime, c'est de la valeur économique, non monétaire. C'est comme ça qu'on a fait pour les services publics, on peut très bien le faire pour les retraités. Ça, c'est une campagne importante à mener. On va
Ah non, mais bien sûr, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, ou ce que tu dis, hein, bien sûr. Hein. Sauf que les militants, c'est pas le peuple. Hein. C'est ça que je voulais dire, simplement. J'avais une question sur en 1947, la création du régime général de la Sécu. Quel est le pourcentage de la population française qui est touchée? Je pense par exemple aux petits artisans qui ne sont pas salariés, à la grande masse des agriculteurs. En 1947, les agriculteurs, c'est un gros. Et puis aux femmes, enfin, la masse des femmes qui même si, qui ne sont pas rentrées dans le travail. Ah non, mais c'est clair. Hein. C'est une statistique que je n'ai pas en tête, hein, mais c'est clair que le régime général en 1946 concerne une partie beaucoup plus faible de la population qu'aujourd'hui. Ça aussi, ça fait partie des progrès qu'on ne sait pas lire. Hein. C'est qu'il y a eu un élargissement considérable du champ de compétences du régime général par la salarisation des femmes, par l'effondrement du travail indépendant, par l'exode rural, en fait, etc., etc. Bien sûr, oui, bien sûr. Je n'ai pas la statistique des travailleurs salariés, de la part des salariés dans les actifs en 1946, ça, je n'ai pas la statistique en tête. Mais elle est beaucoup plus faible qu'aujourd'hui, évidemment.